Bonjour chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin étaient dévoilées les plus récentes données de l'inflation aux États-Unis. Comme vous le savez, ce sont des données que nous suivons de très près sur la chaîne GeoFinance parce qu'elles ont une influence très importante sur les prises de décision de la Fed qui elles-mêmes ont un impact significatif sur les prix des actifs financiers dont les actions en bourse. Alors aujourd'hui, je vous présente les plus récentes données de l'inflation aux États-Unis. Je vous partage mon analyse sur ce que devrait en faire la Fed et je termine en vous parlant des marchés boursiers. Ce matin, l'inflation pour le mois d'août est sortie à 0,3 % sur une base mensuelle. Il s'agit de la plus faible augmentation depuis janvier dernier et une baisse comparativement en juillet dernier. Il s'agit aussi d'un résultat en dessous des attentes des analystes qui prévoyaient une hausse de 0,4 % de juillet à août. Sur une base annualisée, l'inflation en août était en hausse de 5,3 % par rapport en août 2020, soit un résultat en ligne avec la prévision des analystes. Les hausses les plus importantes restent du côté de l'énergie, notamment l'essence avec une hausse de 2,7 % simplement pour le mois d'août, mais aussi du côté des véhicules neufs dont les prix ont connu une hausse de 1,2 %. Par contre, des baisses de prix ont été observées du côté des véhicules usagés et du côté des transports, surtout du côté des billets d'avion dont la situation sanitaire a fait ralentir la demande et chuter les prix. Malgré des données qui pourraient présager un ralentissement de l'inflation dans les semaines et mois à venir, il ne faut pas perdre de vue le portrait global de la hausse des prix des derniers mois. Sur les 12 derniers mois, le prix de la nourriture est en hausse de 3,7 %, le prix de l'essence de 42,7 %, le prix du gaz de 21,1 %, le prix des véhicules neufs de 7,6 %, celui des véhicules usagés de 31,9 % et celui des transports de 4,6 %. Que faut-il penser des résultats de ce matin? Est-ce qu'on se dirige vers la désinflation, soit un retour à des hausses plus près de la cible de 2 %, ou est-ce la nouvelle normale concernant l'inflation? Pire, est-ce possible que l'inflation reparte à la hausse? En fait, les données du mois d'août n'incluent toujours pas des éléments importants qui risquent de faire baisser l'inflation au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ceux qui me suivent depuis plusieurs mois doivent être tannés de la voir, mais ma modélisation affichait un jalon important pour le mois de septembre. D'ailleurs, mon modèle s'est avéré un peu trop optimiste. L'inflation devrait finir l'année autour de 4,5 % si la tendance se maintient, ce qui est supérieur à ce que j'anticipais. Septembre, c'est la période où les prestations bonifiées de chômage se terminaient aux États-Unis, où le retour à l'école allait permettre aux parents de retourner sur le marché du travail et où le moratoire interdisant l'éviction des locataires ne payant pas leur loyer arrivait à échéance. Ce sont tous des éléments qui incitent fortement les chômeurs à retourner sur le marché du travail, ce qui participe à rééquilibrer le débalancement économique participant à la hausse des prix. Vous avez des millions de personnes qui ne produisent aucun bien et services, mais qui en consomment, ce qui participe à une augmentation des prix des biens et services dont l'offre se trouve diminuée. Il y a aussi l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre qui pousse les employeurs à monter les salaires dans la mesure où ils compétitionnent avec le gouvernement qui incite les gens à ne pas travailler avec ces programmes d'aide. Tout ça pour dire que l'inflation devrait fléchir quelque peu au cours des prochains mois. Les données de septembre et d'octobre viendront nous confirmer si nous avons atteint le sommet pour l'année et si la tendance est à la baisse. Par contre, si je fais l'avocat du diable, je pourrais dire que cette stabilisation peut représenter qu'une simple pause. Le PPI ou l'indice des prix à la production, soit la hausse des prix payés par les entreprises, était en hausse de 8,3 % en août et la hausse ne diminue pas depuis le début de l'année. Inévitablement, ces hausses de prix payées par les entreprises finiront par se répercuter d'une façon ou d'une autre sur les prix à la consommation. Si on jette un coup d'œil aux attentes des consommateurs vis-à-vis de l'inflation pour la prochaine année, celle-ci ne cesse d'être réajustée à la hausse. Les gens s'attendent maintenant à ce que l'inflation soit de 5,2 % au cours des 12 prochains mois. On peut aussi parler du plan de 3,5 trillions de dollars que les démocrates sont en train de concocter aux États-Unis. Cette mesure fiscale pourrait stimuler fortement l'inflation et participer à ce qu'elle reste élevée plus longtemps qu'anticipé. Même si ceux-ci parlent de hausse de taxes pour financer leur plan, tout le monde se doute que la réelle taxe sera celle de l'inflation et que ce seront les plus pauvres qui en subiront les conséquences. C'est clair et net que ces dépenses seront financées en faisant des déficits qui sont eux monétisés par la Fed. Bref, tout ça est à suivre. Justement, parlons-en de la Fed. Récemment, elle nous indiquait qu'elle pourrait commencer une réduction de ses achats d'obligations d'ici la fin de l'année. Cependant, avec les plus récentes données de l'emploi, je vous ai dit que ce serait surprenant que la Fed débute le tapering avant décembre. Rappelez-vous, les données du mois d'août ont été très décevantes au niveau de la création d'emplois, ce qui, pour la Fed, signifie que le marché a toujours besoin de soutien monétaire afin que le niveau d'emploi pré-pandémique soit
retrouvée. Malgré cela, on avait encore plusieurs membres du FOMC qui affirmaient que l'inflation était un problème et un resserrement monétaire était toujours de mise. Je peux vous dire qu'avec les données de ce matin, la Fed est loin d'être pressée de réduire ses achats d'obligations. L'emploi est décevant alors que l'inflation semble se stabiliser, ce qui veut dire que la Fed va continuer d'être accommodante afin de prioriser le mandat de plein emploi et de ce fait continuer d'ignorer l'inflation. À moins que les données de l'emploi et de l'inflation subissent un changement de cap à 180 degrés, le tapering n'aura pas lieu avant décembre, même qu'il pourrait être signalé en novembre ou décembre et n'être introduit qu'en janvier 2022. La Fed veut à tout prix éviter de resserrer trop rapidement la politique monétaire, ce qui pourrait créer des tumultes sur les marchés, ralentir la création d'emplois, tout comme l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés? La hausse des marchés boursiers risque de se poursuivre. Comme ils disent en anglais, « Don't fight the Fed ». La Fed contrôle la masse monétaire et elle contrôle le coût de l'argent. Pour l'instant, le marché n'a jamais été aussi inondé de liquidités et les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Ce n'est pas pour rien que la bourse se le vend dans les voiles depuis 1 an et demi. Tant et aussi longtemps que la Fed remplira le bol à punch à hauteur de 80 milliards d'obligations par mois et 40 milliards de titres adossés à des créances hypothécaires, le party va continuer. Pour la suite, il va falloir se reparler lorsqu'on va anticiper un changement de la politique monétaire sérieux du côté de la Fed. En terminant, que l'inflation soit là pour rester ou qu'elle s'efface progressivement au cours des prochains mois, je me protège en investissant, en accumulant des actifs parce qu'une conséquence claire de l'inflation, c'est que ceux qui détiennent des actifs s'enrichissent et ceux qui n'en détiennent pas s'appauvrissent. Même chose du côté de l'épargne, les épargnants seront les perdants et les emprunteurs les vainqueurs. Petit sondage interne, laissez-moi savoir dans la zone commentaire quel niveau d'inflation vous vous attendez pour les 12 prochains mois aux États-Unis et au Canada. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.